partenariat avec l'association féministe Culture Égalité. Et cette maison d'artistes est dirigée par deux jeunes femmes, Caroline Bruno, qui est derrière la caméra. Oui. Et Frédéric Lefayard, qui est là-haut. Et là-haut. Qui est une exposition. Donc, qui est la directrice artistique. Et en tant que directrice artistique, je ne peux pas mettre des chaises n'importe comment. Tout à l'heure, c'était trop le débat, donc il fallait prendre du fauteuil, il fallait pas faire ceci. C'est toujours très obligé avec Frédéric. Donc, tout d'abord, on vous remercie d'être là ce soir et pour accueillir la conférence des Kilimanjaro. Et merci d'être là, merci vraiment. Et avant de continuer, je voulais simplement dire que cette maison d'artistes vit des dons de chacun et de chacune. C'est pour ça qu'elles ont le vaisseau là, qui sert de tronc. Et nous demandons toujours aux personnes de mettre quelque chose pour que cette maison d'artistes continue à vivre. Et on vous invite d'ailleurs ensuite à venir dans cette maison d'artistes, qui est un lieu sympathique. Vous êtes là en Fort-de-France et vous avez quelque chose entre deux rendez-vous, d'abord vous pouvez boire une bière, du thé. Donc ici, là, on peut servir que des bières et que du thé, même qui se cuit, enfin des choses, voilà. Donc ça les aide aussi, cette consommation à l'alcool, mais en fait, il y a du jus aussi. Jimmy, tu as du jus au jus? Oui. Et puis il y a Jimmy, qui est le maître à faire au bar. Et, voilà. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est moi. Je dois dire que ma fille est là, elle prie pour du jus. D'accord. J'ai déjà entendu Bon. qu'elle prie. On va pas la laisser mourir alors. Alors, comment moi c'est rencontré, c'est comme ça que j'ai la conférence. Alors, c'est le 21 mai, exactement, le 20 mai 2009. Bon, moi je suis toujours sur mon ordinateur, mon mail, et je prends un mail en anglais. Je ne suis pas une grande, vraiment, mais je comprends quand même qu'il y a une jeune femme qui est arrivée en Martinique et qui habite l'hôtel, vous savez, le centre d'accueil. Le centre international de séjour, c'est en 2009, et qui dit qu'elle a trouvé un article sur le, je sais pas, en anglais et en français, sur 2009, et cet article avait été écrit par quelqu'un que vous connaissez bien. Et donc, elle a vu la place des femmes dans la question, dans ce mouvement, puisqu'on avait aussi écrit, on avait beaucoup fait en 2009, à l'époque j'étais présidente de l'Union des femmes de la Martinique, on faisait des forums tous les jours avec les femmes, et elle dit bon qu'elle veut, elle est venue et que vraiment qu'elle a envie de travailler dessus. Alors je lui dis, ben, le soir même, ou le lendemain, que je viens la chercher, et je me dis c'est pas possible qu'une femme qui sort des États-Unis comme ça en direct soit logée dans un centre, et on est quand même des femmes, des féministes, et je l'accueille chez moi. Et le lendemain, on allait au prêcheur. Non, elle te demande surtout pour celui qui est. Eh bien, Elle me dit, mais qui a écrit l'article? mais qui a écrit alors là, voilà. Elle me dit, qui a écrit l'article? J'ai lu un article de monsieur Jean-Pierre Pardot, tu le connais? Et là, tu as dit non, j'en vois pas. Et donc, elle est arrivée le 22 mai, il y avait la ville du pêcheur qui me faisait citoyenne d'honneur. Et voilà comment. Et j'ai rencontré Philippe. Et le lendemain, elle voulait absolument rencontrer une affaire de Bélé, de Vieux-Rodance. Et le lundi, Gilbert l'emmenait à Bois-Canal. Et voilà comment elle est arrivée en Martinique. Elle savait pas danser. Et je laisse la parole à Clara Desport, qui va nous donner la suite. Voilà. Et merci d'être là, merci Teddy, et merci à l'artiste. Et n'oubliez pas avant de partir, Alors, bonsoir à tous, bel bonsoir tout le monde. Je suis en créole, dans l'orchestre, c'est mon portable là, c'est parce que moi, c'est pour une petite note qui m'a pas publié, parce qu'on l'a haute explication, pas de ça. Donc, effectivement, Georges vous a expliqué, hein.
le contexte, dans quel contexte ça a appliqué Camille. Elle a fait des recherches dans le cadre de son master et elle a découvert le Bel Air. Elle a cherché à comprendre, elle a appris, elle a étudié, mais toujours dans le respect du peuple, le respect des traditions et surtout le respect du Bel Air. Elle nous a toujours respectés. Il cherchait, il fouillait, il trouvait chemin Bel Air et que nous pouvons dire qu'il y a ensemble dans le Bel Air. Camille a parlé de notre maturité. Et ça, faut qu'on nous dise ça et que tout le monde Bel Air a reconnaître. Camille continue de chercher, il capte la reine là, puisque nous savons que Bel Air c'est un puits sans fin. C'est derrière travail qui nous travaille, c'est derrière apprendre qui nous apprend. Comme nous l'a dit à Bel Air, c'est en manière de vivre. Et un des maîtres formes du Bel Air, c'est l'humilité. C'est la recherche constante et c'est la remise en question. Alors, Camille fait partie de notre famille Bel Air, si bien que nous en oublions que la mérite. Camille, c'est nous qui avons chaque journée, parce qu'elle comprend l'essence de nous. Si bien que nous ne pouvons même pas dire que Camille, c'est un américain qui vient de Martinique. C'est comme si c'était nous, c'est comme si c'est nous, c'est comme si c'est un Martiniquais qui va tirer aux États-Unis. Donc, Camille va tout son père, va tout son côté, va tout avec elle, et tout le respect que nous avons, qu'elle a apporté à notre vie. Et qu'elle a fait une belle. Parce que ça, c'est important. On n'a pas l'impression d'une personne qui arrive et puis qui cherche à comprendre, à tout apprendre, et puis finalement à imposer, qui cherche à repartir avec ce qu'elle a. C'est vraiment quelqu'un qui est connu à la découverte, finalement, de notre peuple, de notre histoire, qui a découvert c'est plus de passion pour cette chose, en fait, c'est finalement qui est là, à côté de nous, qui a même la connue, et puis qui a dans mon aide Bel Air. Je dois un petit moment, attendez, c'est au début. Je n'ai pas attendu, c'est pour ça que tu m'as encouragé. Ah oui, j'aime bien. Elle m'a fait peur, mais faut qu'elle sort, hein. Robert. D'accord. Bon, je vais commencer. Je ne savais pas que Georges et Clara a prévu quelque chose pour me présenter. J'espère que vous allez patienter pour moi parce que j'ai un peu perdu mon français, mais je vais faire de mon meilleur. Je voulais commencer avec mon explication de ma première expérience en Martinique. Comme Georges disait, c'était la grève de 2009 qui m'a amenée ici. Et des gens m'ont beaucoup demandé pourquoi la Martinique. Et chaque fois, je donne plusieurs raisons. Il y a beaucoup de raisons de choix que j'ai fait pour étudier la Martinique. Ça a commencé quand j'avais 21 ans. J'ai vu un programme sur la vie de Frantz Fanon. Et c'était en anglais, c'était réalisé par quelqu'un qui s'appelle Isaac Julien. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelqu'un qui a fait un programme, un film sur la vie de Frantz Fanon. Je ne savais pas du tout de la Martinique ni Frantz Fanon. Et le titre du film était pour moi Masque Blanc. J'ai dit c'est quoi ça, tout de suite je suis allée chercher le livre de Frantz Fanon et je voulais bien comprendre la situation et les conséquences de la colonisation en Martinique. J'étais toujours curieuse sur les questions de l'identité culturelle. Spécialement en particulier pour la diaspora noire, la diaspora africaine et parmi tout la diaspora. Donc j'ai cherché les liens entre mon identité comme afro-américaine et les identités des afro-caribéens. Donc je voulais toujours chercher les liens entre les peuples qui étaient descendants d'Afrique. Je me suis entraînée dans une tradition de l'anthropologie, donc c'est le domaine que j'ai étudié dans l'université. Et je suis entraînée dans une tradition de l'anthropologie
qui est portée par les anthropologues noirs. Et ça, c'est très important pour moi parce que traditionnellement, historiquement, les anthropologues n'étaient pas bien vus dans les sociétés qui étaient colonisées dans l'histoire. Pour moi, c'était très important de m'entraîner avec quelqu'un qui était noir et qui étudiait l'époque noire aussi. Donc, je me suis trouvée dans une communauté des anthropologues noirs qui étaient en train de décoloniser le domaine de l'anthropologie. Parce que c'est vraiment, l'anthropologie, elle a une histoire qui est très, je ne sais pas, polémique dans la colonisation. Ils étaient impliqués dans la colonisation. C'était très important de travailler sur la décolonisation de l'anthropologie, de ce domaine. Donc j'ai étudié avec mon mentor qui s'appelle Faye Harrison et elle a travaillé en Jamaïque. Elle a comment dire ça, commis toute la vie pour décoloniser le domaine de l'anthropologie. Donc quand j'avais 22 ans, avant que j'ai commencé mes études de doctorat, je suis allée pour étudier un été en Jamaïque en 2007. Mais j'étais toujours intéressée par la Martinique après l'expérience en Jamaïque parce que je voulais comprendre un contexte différent. Donc je voulais comprendre un contexte qui était différent dans la langue. Donc je voulais apprendre une autre langue, le français, le créole. Je voulais comprendre notre histoire coloniale différente. Je voulais comprendre un statut politique différent. Donc j'ai exploré la possibilité de rechercher la Martinique. Comme la Martinique et la Guadeloupe ne sont pas indépendants comme les autres pays qui sont bien connus aux États-Unis, je voulais comprendre notre contexte. Donc je me suis intéressée toujours par les activités de la résistance, les expressions de protestation dans les pays où les peuples qui sont vécu le racisme colonial dans l'histoire. Et par hasard, c'était quand j'étais en train de préparer mon enquête en Martinique en 2009 pour le Masters, que la grève de 2009 a commencé. Et par hasard, j'étais en train de préparer mon enquête. C'était en janvier de 2009 et le mois après, le 5 février, la grève de 2009 a commencé. Donc je me suis dit, je vais tout de suite après le semestre est fini, je vais en Martinique en mai de 2009. Donc c'est comme ça que j'ai préparé mon premier voyage en Martinique. Mais comme Georges disait, je n'ai pas connu personne en Martinique. J'ai envoyé un email, j'ai demandé à Georges, est-ce que tu connais ce monsieur qui a écrit un article sur la grève? Il m'a dit oui, je le connais. Donc après, ils m'ont reçu chez eux et j'ai passé le reste de mon séjour chez Georges, chez Gilbert. Bon, je vais continuer. Comme j'ai dit, dans l'anthropologie aux États-Unis, il y a déjà beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'études sur les pays qui sont bien connus là-bas. Il y a beaucoup de travail anthropologique, ethnographique sur les pays comme Haïti, le Cuba, la Jamaïque, mais il n'y a pas beaucoup de connaissances sur la Martinique et la Guadeloupe. Il faut dire quand même qu'il y a les anthropologues qui travaillaient ici récemment et en Guadeloupe. J'ai mes collègues comme Gary Marbunia qui vient de sortir un livre sur les syndicalismes en Guadeloupe. Il y a notre collègue qui s'appelle Jérôme Canal, qui travaille sur le Boca en Guadeloupe. Il y a notre chercheuse qui s'appelle Raphaël Rabanne, elle travaille sur la danse en Guadeloupe aussi. Il y a en Martinique, tu as Vanessa Egar-Jones, elle travaille ici, elle est anthropologue. Il y a aussi Richard et Sally Price. Peut-être vous connaissez les anthropologues qui habitaient ici depuis longtemps. Donc, à part de ça, il n'y a pas beaucoup d'anthropologues aux États-Unis qui connaissent la Martinique. Pourquoi la danse et pourquoi le ballet? Quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, j'étais danseuse à mon école. Et j'ai dansé dans un groupe à mon école, mais quand j'ai commencé mes études à l'université, j'ai quitté la danse. Et après des années, ça m'a beaucoup manqué. Donc j'ai dit, pourquoi j'ai arrêté la danse? Il faut que je revienne dans la danse. Mais
après j'ai commencé mes études en anthropologie, j'ai appris de la vie de Catherine Dunham. Donc, est-ce que vous connaissez Catherine Dunham? Elle est très bien connue. Donc c'était quelqu'un, elle était une danseuse, surtout, elle était une chorégraphe. Elle était aussi une anthropologue, il faut dire. Elle était une pédagogue. Elle a développé sa technique de la danse. Et elle a commis sa vie aussi à l'étude pour promouvoir la danse et la culture de la Caraïbe, de la diaspora noire, et spécialement dans la Caraïbe. Elle a travaillé surtout en Haïti, sur les danses sacrées, sur les danses de vaudou haïtien. Mais elle a aussi passé du temps en Jamaïque avec les communautés du Marron. Elle a étudié les danses du Marron en Jamaïque. Elle a travaillé en Trinidad et elle a un peu travaillé ici. Mais c'est pas bien connu ce qu'elle a fait ici sur le damier. Donc elle a travaillé ici pendant les années 30. Et quand je suis venue en Martinique pour la première fois, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose ici que Catherine Dunham a étudié, qui a une relation entre la danse et la spiritualité? Mais les gens m'ont dit, en général, ça n'existait pas. Et après, j'ai appris que j'ai lu un livre qui a cité une lettre que Catherine Dunham a écrite pendant son séjour ici en Martinique. Je pense que c'était en 34 lettres à son mentor aux États-Unis. Et il faut que je note ça. Dans sa lettre, elle a dit qu'elle n'a pas bien réussi de trouver beaucoup de danses ici en Martinique parce que les gens étaient trop amalgamés, les gens étaient trop assimilés. Et ça, c'était pendant les années 34, ou pendant les années 30. Donc je me suis dit, mais elle a un peu travaillé sur le damier, mais à part ça, elle n'a pas réussi de trouver beaucoup de danses. Et je me suis dit, mais où était le belay? Parce que j'ai vu le belay. Elle n'a pas vu le belay, mais elle a dit, ce n'est pas comme Haïti, ce n'est pas comme les autres pays que j'ai passés où la danse et la spiritualité est toujours vivante. Donc en Martinique, les gens sont trop amalgamés et trop assimilés. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je dois travailler sur cette danse parce que c'est comme si c'est quelque chose qui était passé de Catherine Dunham pour moi de continuer son travail en Martinique parce qu'elle n'a pas réussi de trouver le belay. Et là, on voit que le belay est toujours vivant. C'est très important de noter ça, de noter son expérience ici. Mais c'est vrai qu'elle a un peu travaillé sur le damier et elle a même produit un spectacle qui était bien connu aux États-Unis, qui s'appelait Ladia, qui était nommé après Ladja ici. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais partager? Avant, je veux dire aussi que, comme Georges disait, ma première expérience avec le belay, c'était à Beaucanal. Donc, elle m'a déposé tout de suite avec Tambo Beaucanal et le lendemain, je me suis intégrée dans le cours d'AMCAT. Donc, c'était les deux associations avec qui j'ai travaillé au début. Et c'était tout de suite que je suis tombée amoureuse avec cette tradition. Et avec les gens qui étaient dans le monde belay, le monde belay, la ronde belay. J'avais déjà étudié les danses d'Haïti, de la religion, les danses des Orishas en Cuba, donc j'étais bien, initiée d'apprendre les autres danses de la Caraïbe quand je suis venue ici. Donc aujourd'hui, je vais partager un article qui est écrit en anglais. C'est vrai que ça vient de sortir, donc ça va prendre du temps de bien traduire ce que j'ai écrit, mais je vais expliquer les analyses que j'ai faites dans cet article. L'article est le titre de l'article, c'est The Dance Chose Me, Womanist Reflection on Belay Performance in Martinique. Donc la traduction, c'est La danse m'a choisi. Les réflexions lumineuses sur la performance du ballet dans la Martinique contemporaine. Et mon article, c'était dans un projet, une publication pour le journal Review. C'est des revues, je pense. Revue, oui, qui s'appelle Meridians. Et la thème était pour
imaginer recherche sur la santé de femmes noires pour nous-mêmes. Donc, ne laisse pas les autres gens définir notre santé, mais laissez les femmes noires parler de notre expérience de bien-être. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui sont travaillés sur ce thème et c'était là où j'ai publié cet article. Donc, je voulais, c'est une manière de critiquer la recherche qui est faite traditionnellement par les chiffres et avec les données qui est objectif. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très important, mais c'est aussi important d'avoir les histoires pour laisser les femmes noires raconter leurs histoires dans leurs expériences et laisser les femmes noires conceptualiser leur bien-être pour elles-mêmes. Donc, dans mes recherches, les femmes belles que j'ai interrogées, elles ont raconté des choses que tu ne peux pas analyser dans les données quantitatives. Il faut bien analyser leurs histoires et ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Donc, j'ai utilisé une cadre théorique qui s'appelle womanisme. Et c'est très similaire à le féminisme noir aux États-Unis. C'est un concept qui a été créé par les femmes noires aux États-Unis pour répondre à la mouvement de femmes qui était dirigé par les femmes blanches aux États-Unis et qui n'a pas qui n'avait pas de similitude avec les luttes de femmes noires aux États-Unis. Donc les féministes noires, ils ont conceptualisé les cadres et les théories qui étaient différents. Il y a un qui s'appelle womanisme. C'est un terme qui a été créé par Alice Walker. Elle était la première d'utiliser ce terme. Et ça donne les femmes noires un autre espace d'expliquer la joie, les troubles qu'elles voient dans leur vie émotionnellement, spirituellement, politiquement, dans la famille, dans la communauté, etc. Donc, dans la première partie de mon article, j'ai raconté une histoire que je vais revenir à ça, mais j'ai décrit une rencontre que j'avais avec les dames belles. J'ai passé une soirée avec certaines dames belles qui a répondu à mes questions et j'ai trouvé quelque chose qui était très important d'analyser. Mais je vais revenir à ça. Avant, je veux parler de mes méthodologies, donc mon ontologie, épistémologie. Il faut préciser que dans ce que j'ai écrit, dans les articles, dans ma thèse, quand j'ai cité quelqu'un dans mes entretiens, j'ai utilisé les pseudonymes parce que je voulais garder la confidentialité des participants dans mon enquête. Bon, j'ai dédié cette analyse à les dames belles parce que beaucoup de discours sur la tradition, sur le mouvement belle, le leadership est dirigé surtout par les hommes, je trouve. Le travail qu'ils ont fait est très important, mais je voulais enrichir le discours de point de vue de femmes. Je voulais encourager leur conceptualisation de la tradition et je voulais ajouter d'autres voix à la conversation. Les dames belles jouent un rôle très essentiel dans la transmission de la tradition, à la fois sur ou haut de la plancher belle. C'est souvent que j'ai entendu que la dame belle est une type de femme spéciale ou un type de femme qui est particulier concernant leurs approches pour faire face aux problèmes de la société, leurs troubles, la détresse et leurs engagements envers la communauté. Donc ces dames produisent et portent une connaissance incarnée dans leur corps. Ces dames construisent des nouvelles images et récits de la féminité martiniquaise. Elles imaginent des conceptualisations de la santé et du bien-être qui sont expansives et holistiques. Donc mes analyses sont réfléchies, on dit reflexivity en anglais, dans mon approche pour, comme je disais, décoloniser nos approches à la recherche.
J'ai passé 18 mois ici à partir de janvier 2013 jusqu'à août 2014 où je me suis bien immergée dans le ballet. Donc je suis venue pour la première fois en 2009, mais je suis revenue chaque année et à partir de 2013, je suis restée 18 mois. Je me suis bien immergée dans la danse pour bien comprendre ce que les danseuses m'ont dit et m'ont raconté. J'ai passé par plusieurs associations pour bien comprendre les pédagogies différentes pour les écoles ballet. J'ai passé du temps avec les anciennes de Sainte-Marie. Et quand j'avais bien maîtrisé les pas du ballet, j'ai commencé à danser dans les soirées ballet moi-même. C'est comme ça que j'ai établi un bon rapport avec les gens qui sont devenus mes amis et des participants dans mon enquête, mes interlocuteurs. J'ai expliqué mes objectifs dans ces espaces et j'ai initié les conversations autour de mes recherches. Certaines rencontres m'ont humiliée. C'est ça le mot pour humilité? Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rencontres qui m'ont humiliée. C'est pas le bon mot, d'accord. Qui m'a donné l'humilité. En tant qu'étudiante enthousiaste, très souvent les commentaires que j'ai reçus de mes interlocuteurs, mes amis, au sujet de ma danse ont bien répondu à mes questions de recherche de mon projet concernant notre appartenance commune à la diaspora noire. Et j'étais prête d'accéder les éléments communicatifs et émotionnels qui sont intégrés dans la danse ballet. J'ai utilisé mon corps en dansant en tant qu'utile pour ramasser des données qualitatives. Bon, ce que j'ai, mon argumentation dans cet article, c'est qu'il y a une relation entre l'expressivité sensuelle et la spiritualité et le bien-être. Aux États-Unis, qui s'appelle Lady Phillips, un savant de l'humanisme, qui dit que la transformation sociale et la guérison sont réalisées par les activités spirituelles, qui trouvent un équilibre entre le bien-être physique et psychologique. Il y a un autre féministe noir qui dit qu'il y a une politique du plaisir. C'est-à-dire qu'il faut considérer, il faut regarder la potentialité diasporique du plaisir comme une stratégie idéologique de résistance chez les femmes noires. Et ça peut donner une connexion entre les femmes noires aux États-Unis et la Caraïbe. En d'autres termes, nous pouvons poursuivre la libération quand nous avons le pouvoir de déterminer le plaisir et le désir selon nos propres termes. Ça critique le fait que le plaisir de femmes noires et la sexualité pour les femmes noires était historiquement défini par les images d'autres personnes, spécialement pendant la période de colonisation. Donc, il faut bien regarder les possibilités pour les femmes noires de réaliser leur expressivité sensuelle et définir ça pour elles-mêmes. Donc, j'ai fait un résumé sur les réalités pour les femmes antillaises et noires en Martinique. Donc j'ai décrit que dans la Martinique, il y a beaucoup de problèmes en général, comme un département d'outre-mer. Il y a la coût de la vie est chère ici et c'est encore plus difficile pour les femmes noires qui habitent ici. Il y a historiquement les problèmes pour les femmes noires dans les stéréotypes et les images qui étaient définies par du point de vue des colons et qu'ils ont fait hypersexualiser les femmes noires. Et ça a posé un problème pour les images pour les femmes noires. Donc c'est pour ça que je disais que dans l'espace du ballet, ça donne un espace de libération pour les femmes noires qui dansent et qui peuvent s'exprimer dans leur manière de la sensualité, à part de ce que la société est définie pour les femmes noires. Donc je veux retourner à l'intro parce que c'est quelque chose que j'ai décrit là. Là, j'ai décrit la première fois que je suis allée aux soirées ballet, c'était un samedi soir en 2009.
Je suis allée à une soirée ballet qui était à Roche-Carré. Et c'était mon première fois, donc tout de suite quand je suis arrivée sur place, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était très particulier pour cet espace, pour les gens qui étaient là. J'ai vu un autre type de la communauté que je n'ai pas vu dans la vie quotidienne à part du ballet. Donc je suis arrivée et tout de suite les gens m'ont reçu, les gens étaient très gentils et tout de suite je me suis trouvée pour regarder la danse. Donc j'ai regardé les carrés et après j'ai passé un moment d'expliquer aux gens ce que je faisais pour mon enquête. J'ai vu qu'il y avait une dame sur la plancher qui dansait. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues que c'est choquant. J'étais frappée par ce que j'ai vu. La dame Bellet, elle était toute jolie, le tenue était jolie. Elle avait une robe qui était brillante de couleur. Elle a joué avec son cavalier dans une manière que j'ai jamais vue. C'était comme si c'était quelque chose qui était chorégraphié, c'est ça? Chorégraphe. Mais c'était pas du tout. Donc c'est pas quelque chose qui est prévu quand tu arrives sur place pour danser avec le cavalier. Mais c'était comme si c'était prévu. C'était très naturel de s'exprimer comme elle a fait. J'ai vu les tambouriers, le petit boîtier, les chanteurs, la voix derrière, j'ai dit, mais les gens font comme si c'était prévu, comme si c'était quelque chose qui était chorégraphié, mais c'est pas du tout le cas. Donc ça fonctionne dans une rotation qui n'est pas prévue, mais c'était très intéressant de voir comment c'était naturel pour les gens de s'intégrer dans cette tradition. Et j'ai vu que chez les femmes spécialement, c'était quelque chose qui, pour moi, c'était très, je sais pas le mot en français, transformative. Transformative, c'est ça? Donc je me suis dit, il faut analyser. Transformant, d'accord. Je me suis dit, il faut bien analyser ce truc-là parce que j'étais frappée par ce que j'ai vu. Donc elle avait la confiance d'elle-même. Elle était à l'aise avec ce qu'elle faisait. Elle a joué avec la jupe. Il y avait les fois où elle a regardé son cavalier comme si elle ne voulait pas danser. Je ne suis pas satisfaite. Mais après un moment, elle a fait certains gestes. Après, elle a fait le monter au tambour. Elle commence à sourire. Elle a pris le cavalier, elle a fait un pas. Elle a fait ça avec les épaules comme si elle était très satisfaite de ce qu'elle a fait. Elle a retourné à sa place comme si c'était rien. Je me suis dit, mais est-ce que c'était prévu? Qu'est-ce que le cavalier, elle est choquée, donc tous les gens autour d'elle applaudissent. Ouais. Mais attends, j'ai pensé que les traditions comme ça en Martinique étaient disparues. Dans ce point-là, il y a quelque chose où les gens applaudissent ces types d'expressions. Donc, j'ai vu l'échange entre les partenaires c'était comme si c'était calculé et je ne sais pas traduire, mais deliberate, je ne sais pas le mot en français, mais elle était... oui. Et coquettish, est-ce qu'il y a un mot en français? La coquetterie, donc tout ça m'a frappé. Donc, et les réactions comme ça, son cavalier a réagi, et le public autour de danseuses, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Et pour moi, j'ai dit, c'est magique. je veux voir encore. Donc, je suis restée sur place pour regarder toutes les dames ballets qui a suivi cette dame. Donc, donc j'ai vu certains gestes pendant le montée au tambour. Par exemple, il y avait des fois où elle fait les beautés avec sa jupe, qui fait ça, pour jouer avec le cavalier. Il y avait des fois où elle a fait ça avec le rein. Donc j'ai dit, je veux voir encore qu'est-ce qu'ils ont fait la prochaine fois. Donc les tours, les sauts, tout ça m'a... Il y avait les choses où je me suis dit, mais c'est pour séduire le cavalier ou c'est pour... je ne sais pas si c'était pour avoir le plaisir pour elle ou pour lui. Donc je voulais bien comprendre, plus
ce qu'elle faisait. Et j'ai vu aussi que le tambourier a suivi les pas qu'elle faisait, comme si c'était prévu. C'était pas du tout, c'était la communication entre toutes qui sont là qui était important. J'ai compris ça à la fin du soirée ballet. J'ai dit, mais je veux aller encore. Donc après, j'ai passé du temps dans les cours du ballet, dans les soirées ballet. J'ai vu autre gestes qui, pour moi, a signifié que c'est vraiment l'expressivité de sensualité. Je vais montrer une vidéo dans un moment, mais tu vois les dames qui sont à l'aise de faire ça pour, comment on dit ça, caresser, c'est ça, pendant le montée au tambour. Donc tu vois les choses comme ça. Je vais montrer la vidéo. Et je me suis dit, c'est quoi la fonction de ça? C'est quoi la fonction de ces gestes dans le ballet? Donc après, j'ai organisé mon enquête, je suis revenue et c'est là où j'ai passé du temps avec, j'ai passé une soirée avec les dames ballet qui m'ont expliqué les fonctions de l'expressivité sensuelle et le jeu de séduction. Je vais vous montrer. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous avez vu qu'elle a fait ça avec le cavalier pendant et après elle a commencé de poursuivre, c'est ça? Elle a dit de ça. Oui. Donc elle a dit non. Tu vas voir. Donc, quand j'ai organisé mon enquête et j'ai formulé mes questions, j'ai posé les questions à Madame Bellet, c'est quoi la fonction de l'expressivité sensuelle, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui est très important, mais je veux bien comprendre. Et en fait, il y avait une fois où j'ai dansé, et comme je disais, les commentaires que j'ai reçus sur ma danse m'a beaucoup répondu pour les questions que j'avais dans mon enquête en fait. Parce qu'il y avait des fois où j'ai dansé au soirée ballet et après les gens m'ont donné leurs commentaires de ma danse. Et j'ai appris qu'il y avait des fois au début que j'étais trop ouvert avec le cavalier. Donc je lui ai laissé de faire n'importe quoi avec moi. Et je l'ai dit à Ablana, elle était le premier. C'est vrai que j'ai dansé une fois avec Ablana, j'étais comme ça. Tu peux me prendre comme ça. Et elle m'a comment dire ça, elle m'a enlevé, soulevé, et elle m'a mis dans ma place comme ça. J'ai dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut danser avec les cavaliers. Et après, les gens m'ont donné des commentaires, donc il faut que tu as le contrôle de ce que tu fais, parce que c'est toi qui a l'autorité de décider ce que ça va passer avec ton cavalier. Donc les commentaires comme ça, beaucoup répondu. Donc une fois en 2013, j'étais avec des dames ballet, on a passé une bonne soirée ensemble, on a mangé ensemble, on a beaucoup ri, on a beaucoup rigolé, on a partagé beaucoup des histoires. Et quand j'ai posé la question sur la fonction de l'expressivité sensuelle, il y avait une dame qui m'a dit, on a passé 4 heures ensemble, donc ça
On a parlé de beaucoup de choses, mais il y avait une dans Belay, je ne vais pas dire qui, mais j'utilise le nom Solange, le prénom Solange dans ce que j'ai écrit, comme j'ai dit, pour garder la confidentialité. Elle m'a dit, peut-être ça va vous choquer, mais c'est bon parce que nous sommes toutes les filles ici. Donc il y avait une fois où j'avais un orgasme pendant le montée au tambour. Et je me suis dit, mais et après tout le monde était un peu, tout le monde a arrêté pendant un moment et après les filles ont commencé à rire, donc à rire. Tout le monde a ri et j'ai dit c'est possible et tout le monde m'a répondu oui c'est possible et j'ai posé la question est-ce que c'était le tambouiller qui a produit cette est-ce que c'était les fréquences de tambouiller, est-ce que c'était ton cavalier avec qui tu dansais? Ça m'intéresse mesdames. C'était quoi qui a produit cette expérience? Elle m'a dit c'était tous les aliments qui étaient là, c'était l'énergie. Elle m'a dit il y a certains chants qui te touchent, qui te donnent une autre sensation, qui te donnent les frissons partout. Quand elle m'a dit ça, elle a fait ça avec les bras. Donc elle m'a dit après tu rentres chez toi, c'est tard, après la soirée Belay a fini. Tu te douches et tu es toujours comme ça. Tu es toujours. Elle a arrêté de parler, mais elle a fait les gestes comme si elle était toujours excitée. Oui. Donc j'ai posé la question encore, mais je ne comprends pas. Donc elle m'a expliqué que tout est lié. C'est la spiritualité, la sensualité et la sexualité. Et donc je suis allée plus loin pour bien analyser ce que m'a raconté. Ils ont fait les, comment on dit, jokes. Les blagues, oui, elles ont fait les blagues. C'est comme si le Belay c'est ton deuxième mari. Donc le Belay est quelque chose que tu aimes et que tu ne peux pas avoir assez du Belay. Donc c'est l'amour qui ne va jamais te laisser. Donc il y a les choses comme ça. J'ai dit mais je veux bien comprendre ce qu'il m'a expliqué. Donc j'ai analysé pourquoi ça fait du bien, pourquoi ça donne des fonctions thérapeutiques. Parce qu'après elle a expliqué ça, elle m'a dit que si elle a les problèmes, elle va au Belay, elle peut se lâcher. Elle peut laisser ses problèmes sur le plancher. Donc elle dépose ses problèmes, elle dépose ses troubles. Si elle est triste, elle peut aller au Belay et ça fait du bien après. Donc elle m'a dit qu'elle préfère d'aller au Belay avant chez le médecin, avant chez le psychologue. Elle m'a dit j'ai pas besoin de psychologue parce que je peux aller au Belay. Donc ça me fait du bien. Et j'ai dit est-ce qu'il y a une relation entre cette notion de la santé émotionnelle et l'expressivité sensuelle? Donc comme je savais déjà beaucoup de choses sur la spiritualité noire, la spiritualité ancestrale dans la diaspora, je me suis dit, mais ça ne m'étonne pas qu'il y a une relation entre la spiritualité et la sensualité, parce que dans les autres pays où ils ont gardé leurs pratiques et leurs croyances de l'Afrique dans la religion, il y a plusieurs divinités qui servent cette fonction de la sensualité et qui a à la base les rituels de fertilité et de fécondité. Donc, si à la base le Belay, dans l'histoire orale qu'ils ont transmis sur le Belay, on dit que le Belay c'est une danse de la terre, mais c'est aussi une danse de fécondité et fertilité. Donc ça, comment on dit promouvoir le cycle de la vie, la fertilité de la terre et la fertilité de l'humain. Donc pour les femmes, ils ont un rôle pour de la fertilité, de reproduire et donner la continuité de la continuité. Donc si à la base le Belay avait cette fonction de la fertilité, ça ne m'a pas surpris, ça ne m'a pas étonné
qu'il y avait un rôle entre la spiritualité et la sensualité dans cet espace. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que dans vaudou haïtien, tu as les lois, tu as les divinités qui servent cette fonction. Tu as Erzuli Freda, et quand tu es dans une cérémonie de vaudou haïtien, tu vois quand les lois montrent les gens qui sont les pratiquants, et c'est Erzuli Freda qui est là, qui est présent. Elle fait les mouvements pour signifier que c'est une danse de sensualité. Elle est la divinité de la fertilité. Elle a les gestes qui sont très sensuels. Elle demande pour ses pratiquants qui donnent le, comment dire, worship, qui sont, c'est pas le mot, les gens qui sont les adhérents de vaudou, elle commande spécialement pour les hommes, les initiés, oui c'est ça, les vaudouisants. Elle demande que les hommes qui servent Erzuli Freda, elle demande qu'ils donnent toute l'attention à cette dame. Et quand elle est dans une cérémonie, elle fait les gestes qui signifient la sensualité. Donc c'est logique que ces aspects sont restés dans le ballet, mais c'est très intéressant que le ballet, où ce système de croyance a disparu. Donc avec l'assimilation, ils ont perdu certaines pratiques qui n'a pas resté dans la Martinique comme ça a resté en Cuba et en Haïti. Un autre exemple, c'est dans le Santeria, Regla de Ocho, les traditions des Orishas. Tu as les Orishas comme Oshun, qui est aussi la divinité de la sensualité et de la fertilité. Et quand elle danse dans une cérémonie, elle fait les gestes, elle fait les pas pour signifier qu'elle est très... elle a une attitude, elle a une confiance d'elle-même. Elle rit quand elle danse, elle fait beaucoup de gestes qui signifient la sensualité et l'amour avec ses pratiquants. Donc, il y a les gestes dans les autres pratiques qui signifient cette relation entre la spiritualité et la fertilité et la sensualité. Donc, pour moi, je trouve que dans le ballet, même si c'est une pratique qui est laïque et qui n'est pas dans une religion, qui n'est pas dans un système de croyance comme on voit dans Haïti et dans le Cuba, c'est pas une surprise qu'il y a les aspects et les éléments qui sont toujours dans le ballet chez les dames ballet pour s'exprimer la sensualité. Et si ça fait du bien pour les dames qui dansent et qui s'expriment comme ça, ce que j'ai écrit dans mon article, c'est que à la base, tu as cette notion de fécondité et fertilité. Et c'est les dames ballet qui ont porté ça avec leur corps, avec ce qu'ils ont gardé dans cette tradition. Et ça donne une continuité pour la culture martiniquaise sans cet aspect de s'exprimer. Il y a les valeurs comme ça qui peuvent disparaître de cette tradition. C'est très important de garder ces éléments dans le ballet, chez les dames ballet, parce que sans ça, cet aspect de la spiritualité, la fécondité, la fertilité, ça peut disparaître. Donc, c'est ce que j'ai écrit dans mon article pour bien analyser chez les dames ballet où ils ont réalisé le plaisir, ils peuvent s'exprimer leur désir. Tu as une connectivité avec les ancêtres. Tu as la communication avec tout qui est autour de toi quand tu danses. Et sans cet aspect de l'expressivité sexuelle, ça va perdre la valeur et de l'histoire qui était transmise par l'histoire orale des ancêtres, que ça c'est un très important élément dans le ballet. Et c'est logique que les mouvements qui sont sensuels viennent de ces croyances qui étaient interdits
pendant la période de l'esclavage et pendant la période du colonialisme. Je veux dire aussi qu'il y a les critiques de cette pratique aussi. Donc il y a les gens qui pensent qu'il ne faut pas faire trop des gestes sensuels parce que tu peux rentrer dans un cas de ballet porno. Donc j'ai entendu les critiques comme ça, il ne faut pas faire trop de Brennan, c'est ça, il ne faut pas faire trop des gestes de hanche, c'est ça? Hanche. Parce que tu peux exprimer quelque chose qui n'est pas fait pour le ballet et ça peut dénigrer la tradition. Il y a aussi les anciens qui disent que nous qu'à Brennan trop. Et c'est les pieds, il faut danser avec les pieds, pas avec ce que tu as ici. Donc j'ai entendu ces critiques, mais je pense que chez les dames ballet, c'est pour... Je trouve, c'est un regard extérieur, je trouve que c'est les dames ballet qui doivent décider de s'exprimer dans un milieu qui fait du bien. Donc c'est vrai que c'est très important de garder cet aspect de pas avec les pieds, mais c'est qui peut déterminer que les gestes sont trop sensuels, que les gestes sont trop sexuels. Donc, qui peut déterminer que ces gestes sont dans un cadre de ballet porno? Donc, c'est une question que je suis toujours en train d'analyser et je vous donne l'espace de poser des questions sur ça parce que je trouve que c'est vrai que si il y a le risque de dénigrer la tradition avec les mouvements et avec les gestes qui sont trop sensuels et il faut nettoyer ça, est-ce qu'on va perdre cet aspect spirituel qui est très important dans l'histoire de la tradition? Je te rassure tout de suite que ça ne va jamais partir. Toujours là. D'accord. Toujours là, ça partira jamais. Donc même si c'est une danse et une tradition qui était, je ne veux pas dire laïcisée, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais sécularisée. Donc c'est une danse qui n'a pas, qui n'est pas attachée à une religion, comme dans les autres traditions de pays de la Caraïbe, mais c'est un aspect qui est resté sans la religion. Donc, je vous pose la question. La religion a enlevé, par exemple, la danse de combat. Il y avait des signes kabbalistiques dans le cercle. Les signes kabbalistiques existaient, c'était dessiné avant les lagas. L'Église a fait enlever ces signes à cause des morts, enfin, donc les textes des morts pendant les combats. Les signes, mais dans la danse même, au moment d'exécuter les gestes, on retrouve tous les gestes, tous les pas sont dans la danse elle-même. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et les signes sont là. Le danseur, la danseuse qui danse, retrouve les signes dans les pas. Bon, j'ai une autre question alors, parce qu'il y a beaucoup de gens de la communauté du ballet qui sont là. Je veux ouvrir la conversation, échanger avec vous, parce que je trouve qu'aussi avec le ballet au bac et le système de pédagogie pour transmettre la tradition aux enfants qui a les parents qui sont intéressés par le ballet, qui veulent que leurs enfants apprennent le ballet, parce que pendant les générations avant, c'était vraiment mal vu, c'était pas bien regardé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que les parents, c'était interdit de danser le ballet. Donc aujourd'hui, tu as la démarche de ce qu'on a développé dans la communauté, dans le mouvement de ballet, pour transmettre la tradition à l'école. Mais si tu as ces aspects qui peut-être ne sont pas appropriés pour les enfants, qu'est-ce qu'on va faire pour ne perdre pas ces éléments de la sensualité et la spiritualité? La colonisation a lavé le cerveau. On n'a pas quel aspect? Je ne sais pas comment faire. Georges, est-ce que vous avez une préférence d'avoir les répondeurs? La question, c'est, je viens de parler sur les aspects de la spiritualité et l'expressivité sensuelle chez les dames ballet. C'est un aspect qui est très important, mais il y a un débat sur les gestes qui sont trop sexuels. Est-ce que c'est du ballet porno? Est-ce que ça va dénigrer la tradition? Et si on veut transmettre la tradition aux enfants, qu'est-ce qu'on va faire de ne perdre pas cet aspect de la tradition?
Il y a je voulais poser une question. Voilà, vas-y, et puis après il y a... Vas-y. Concernant le fait de n'avoir pas d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'un Laura, pas sa grammatique en soi, ça peut être, il y a des spiritualités qui ont des relations directes avec la divinité, donc moi ça ne me poserait pas de problème. Mais c'est vrai que la question que vous posez, à savoir garder le sens de ce que ça veut dire, pour moi est majeure. Parce que souvent, dans les associations, quand vous allez dans les différentes villes, vous voyez effectivement des gamins, notamment des jeunes filles, enfin des petites filles, se mettent à danser et on voit que dans la fonction de la danse qu'elles ne maîtrisent pas et qu'on ne leur a pas transmis la question de la spiritualité. Et effectivement, il y a l'hiatus qui se crée entre les gens qui regardent et ce qu'exprime cet enfant-là à ce moment-là. C'est pour ça que je trouve que, effectivement, ce qui est fondamental, c'est de garder le pourquoi de la chose. Le pourquoi, oui. Et non. En fait, d'après moi, on a dit ça va, c'est ancien. C'est ancien. Je ne pense pas si c'est vraiment la spiritualité qui fait que je dit pour pas faire la nicope. Je vais dire ça pour te protéger justement par rapport à ça. Mais il y a le las dénigré. Donc, il y a effectivement des garde-fous. Parce que l'on va côté Ben chanter, Ben ne peut pas réclamer que nous bonnes. C'est un ancien. Donc, dans la logique, effectivement, il y a de mais en même temps, comme il prend tellement court, sans résistance, comme il prend tellement court, il y a mettre des garde-fous en ligne pour protéger. Ça qui est fondamental, nous, c'est que nous faut nous apprendre que c'est quoi ça nous a fait et puis quoi. Donc à partir de nous développer ça, qui rôle quoi ça nous a fait et puis qui ça nous a fait dans l'objet de danser. Parce qu'à partir de ça, pour venir dans la question. Alors, c'est en observation de l'effet, c'est un bel noir qui subit en mutation, en folklorisation. C'est normal, parce que nous, ni moi, si nous travaillons la terre, il passait de la campagne, il y a en ville. Et puis nous, à présent, tout le monde a dansé. Alors, c'est un paradoxe, ça c'est bizarre. Bon, bagage là, c'est que tout le monde, et les fait bel, enfin, de plus en plus, mais en même temps, et communion, moi, je cherche à danser sur les bel air, moi, je ne peux pas trouver assez souvent. De moins en moins, une communion à danser sur les bel air. C'est un paradoxe, tout à fait. C'est un paradoxe, effectivement, comme on a constaté. Et aspect communion, c'est très important. Très important. Et malheureusement, bon, et puis tout ça, la mondialisation. Bon, mondialisation, il can manger nous. Et il faut garder la spécificité. Et pour résister à la mondialisation, effectivement, Bel Air sans réponse. Mais, on ne peut pas être pessimiste, en même temps, il faut plus combattre. Voilà, merci. On prend une dernière réponse et après... Je pense que, sauf si je n'ai pas compris, désolé, mais en fait sa question c'était comment donner aux enfants de continuer le Bel Air alors qu'on a une gestuelle qui est sensuelle, voire sexuelle, mais il faut quand même qu'on continue à transmettre ce Bel Air. Moi je pense que c'est effectivement une question de corps. Quand on commence le Bel Air petite, tu apprends les pas, tu vois les grands faire, tu imites un peu, mais tu n'es pas encore sensuel. Et du coup, de toutes les manières, tes hormones ne sont pas encore au bout du jour. Alors c'est vrai que, bien entendu, avec toutes les vidéos et tout, les gamines commencent à zingzoler. Mais je pense que si on arrive justement à rappeler un peu ça, on apprend les pas, oui, on commence à vraiment, tu n'as pas encore le corps. Et en fait, c'est ton corps qui te dit quand tu es. Même pendant une soirée belle, ou même un moment belle, et même dans un combat. C'est ton corps. Hein?
Et je pense que là, ça peut être géré par son corps et mettre aussi en avant autre chose que la spiritualité. C'est écouter mieux. Oui. Et je trouve que pour bien montrer que la dame Bélé a l'autorité de ce qu'elle fait, c'est elle qui a l'autorité sur le plancher, dans le carré, pendant le montée au tambour, c'est elle qui porte l'autorité. Et je pense que pour certaines danseuses de ballet qui ont bien maîtrisé ces aspects de la spiritualité, les attitudes, les sensibilités, les émotions qu'ils portent dans la danse, il faut qu'on a vécu quelque chose dans la vie. Il faut qu'on a vu assez des expériences qui donnent les manières de danser. Donc je pense qu'il y a les attitudes, les sensibilités qui correspondent, c'est ça, à ce qu'on fait dans la danse. Mais je ne sais pas si les gens sont d'accord avec ça, mais je pense que c'est vrai qu'il faut avoir les codes et les codifications, les pas à la base pour bien transmettre, mais après, toute danseuse développe leur style de danser et ça correspond à ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu dans la vie. Donc, je veux encore laisser vous répondre. Il y a 3 artistes, il y a Lily, Gilbert, Florence, Catherine, et puis bon, on prend 4 groupes d'abord. Voilà. Alors, on prend 4 groupes, alors Christian, vas-y. Et puis après, je vais ensuite c'est Florence. Mais non, vas-y. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand elle parle de la liaison entre la spiritualité et les danses nuptiales, je dirais que même dans la Bible, je pense qu'il y a un éloignement, je dirais, de la religion par rapport à ce qui est dit vraiment dans la Bible. Par exemple, quand on parle de Cantique des Cantiques, j'ai déjà entendu des gens lire le Cantique des Cantiques et se dire « Oh là là, c'est un livre porno ». Ils ont lu dans la Bible. Donc, parce qu'il y a une description de la femme qui est faite, qui est très sensuelle, qui est très sexuelle, et qui existe pourtant. Et ce livre est un livre tout à fait spirituel quand on comprend vraiment le message qui contient, puisque on parle de l'os de l'agneau. Ah, c'est pas même mal, là, pas mélange. On voit que dans la spiritualité, il y a l'homme et la femme. Et même au sein de la Bible, on voit que l'homme et la femme sont désignés. Et quand je parle de cet aspect, effectivement, des danses nuptiales qui ont toujours existé au sein de tous les peuples, je pense qu'il y avait un âge pour les danses nuptiales. Il y avait donc, dans l'Ancien Testament, on parle par exemple des filles de Siloé qui sortaient pour danser. Et c'était des danses nuptiales, puisque on parle des Danites qui sont allés pour choisir les femmes parmi elles. Donc je pense qu'il y a une expression même de la vie sexuelle qui est une création divine et qui n'a pas de raison d'être brimée. Par contre, juste ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il y a bien une différence entre ce qu'on pourrait appeler danse pornographique, qui se danse presque à moitié nu, et puis le ballet où on est habillé correctement et où on a des gestes qui sont sexuels. Il y a Madame, ensuite Gilbert, et ensuite Florence Catherine, et ensuite il y a... Voilà, donc à mon avis, donc, du point de vue de la transmission de cette danse, effectivement, il nous faut tenir en compte, on va dire, du développement de l'enfant. Puisqu'il y a un parcours, donc on va dire, de l'enfance au bac et ensuite dans la vie associative, la vie culturelle, il y a un aspect important, c'est que quand on enseigne, donc on transmet la danse aux enfants, il faut tenir compte de leur développement moteur. Et si on regarde bien les gestes, les pas du ballet, nous sommes vraiment dans le développement de la motricité. Donc déjà, il y a cette entrée pédagogique qu'il faut encore creuser. Ensuite, au-delà de la sensualité, on va mettre l'accent pour les enfants sur les valeurs qui sont véhiculées dans le ballet, à savoir la solidarité, l'entraide, tout ce qui va concerner finalement ce que tu appelles la spiritualité, donc l'esprit ballet.
je pense qu'à cet âge-là, on va mettre l'accent sur cela. Et comme le disait madame, ce n'est que tardivement, peut-être dans le cadre des soirées belles, effectivement, quand l'enfant sera en âge de se rendre en soirée belle, parce qu'il y a deux mondes parallèles. Vous avez les danses pour les enfants, ou du moins on va dire ce qu'on appelle les bellettes inondables, et puis vous avez les grands mondes, etc. Donc il y a quand même dans la vie culturelle une séparation, voilà. Et donc on doit la respecter aussi dans le cadre éducatif. Voilà, ça c'est mon avis. Et la sensualité va se définir par rapport à l'être. C'est la jeune. Voilà, ça ne s'apprend. Ça va s'apprendre dans les écoles mêlées, effectivement. Mais de femme à femme. Oui, et je veux répondre parce que je trouve que très récemment, il y a de plus en plus de gens qui cherchent la côté spirituelle. Comme je disais, quand je suis venue pour la première fois en 2009, j'ai posé la question sur la spiritualité et c'était après le démarche politique, après la grève de 2009. Donc toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le Belay étaient dans la démarche de revendication et de la politique pour changer la mentalité des gens concernant le colonialisme et la relation avec la France. Mais depuis 2009, j'ai bien observé, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je reviens, j'entends de plus en plus la question de la spiritualité. Et quand j'ai posé la question en 2009, les gens m'ont dit que ça n'existe pas du tout. Aujourd'hui, tu as les gens qui cherchent la côté spirituelle et qui ne savent pas ce qu'il faut faire pour garder, pour chercher, pour trouver les bases qui peut-être avaient pendant la période de l'esclavage, les fonctions de la religion qui étaient perdues, qui étaient interdites et éventuellement disparues. Donc des gens qui cherchent de réintégrer ces aspects de la spiritualité dans le Belay qui étaient quasiment perdus. Donc je ne sais pas si les gens sont de plus en plus en cherchant ce côté de la spiritualité et ça continue de... Je ne sais pas, les gens de plus en plus posent ces questions. Comment diriger la transmission pour intégrer ces questions et pour intégrer ces aspects de la spiritualité qui étaient perdus dans cette société. Gilbert, ensuite Juste, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit. Dans l'histoire de ce qui s'est passé depuis l'abolition de l'esclavage à aujourd'hui, il y a une rupture terrible en 1848. En 1848, les Martiniquais devenant citoyens français décident de devenir français. Et ils disent dans tous les discours officiels de l'époque, qu'il s'agisse de Polypapi, ils disent « laissons tomber les histoires de Ladia, de Belay, de Bamboula, etc. » Et on met, oui, en disant la formule, c'est Viennet. Il faut laisser ça tomber. Et en outre, on introduit dans les écoles, parce qu'à ce moment, on a créé l'école, et après on a créé l'école laïque en 1870, on introduit dans les écoles les systèmes culturels où il s'agit d'imiter ce qui se passe en France. C'est-à-dire on veut être ce qu'on appelle de la vieille France. D'ailleurs, il y a un poème guyanais de Damas, il dit ne jouez pas de banjo, ne jouez pas de toutes ces choses-là, laissez ça au nègre. Hein? Et donc, il y a une rupture, mais c'est un discours général, hein? Qu'il s'agisse de Bicêtre, qu'il s'agisse de Polypapi, qu'il s'agisse de Périnon, qu'il s'agisse de Chercheur. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, et c'est pour ça que ta dame là, en 1934, dit mais ils sont complètement assimilés. Et c'est le même problème que nous avons aujourd'hui avec ce qu'on appelle cette recherche d'identité, où aujourd'hui, il y a une espèce de volonté de redécouvrir des choses qui avaient disparu. Et ces choses qui avaient disparu, l'histoire, eh bien, pendant 100 ans, les gens ne parlaient pas de 22 mai. On parlait uniquement que du 27 avril 1848 et que c'est Cher qui avait apporté ça. Et d'ailleurs, il y avait des chansons, y compris qui étaient faites, La montagne est verte, etc. Et tout. Ce n'est une revendication que dans les années 1960.
c'est la même chose qu'on découvre pour la question de la personnalité. Eh bien, le Bel Air, c'est une renaissance. C'est une renaissance aussi, d'ailleurs, de l'époque des années 1960, lorsqu'il y a eu des gens comme celui-là qui est en train de mettre sa main sur la mâchoire, là, avec des gens comme Salvatierra ou bien Franck Hubert, etc., qui sont montés dans les campagnes découvrir le Bel Air en 1960 et qui l'ont rapporté. Et là, les gens étaient... D'ailleurs, il y a encore des disques, des gens qui avaient enregistré ces disques, etc., ces chansons, et on redécouvrait le Bel Air, mais de manière folklorique. Parce que tout à l'heure, il parlait de... C'était le Bel Air ou le Ladja, etc. Ça se jouait dans les fêtes communales, ça se jouait à la savane dans un petit coin d'ailleurs. C'est du côté du Fort Saint-Louis. Il fallait aller du côté du Fort Saint-Louis pour voir le Bel Air. Et d'ailleurs, les parents ne laissaient pas... Moi j'allais voir du Bel Air ou du Damier. Mais ça, c'était les majors qui allaient là, les vagabonds. Mais non, ou bien c'était folklorique parce que tu avais des gens comme Nestoré ou bien comme Loulou Boilaville qui avaient repris ces chansons-là. Ce n'est que plus tard, dans les années 80-90, qu'on a réintroduit le Bel Air et c'est pour ça qu'il y a cette rupture spirituelle que les gens n'avaient pas. Lorsque tu viens en 2009, et ça c'est ce qui m'avait beaucoup frappé, ce fameux article que j'ai écrit et puis qui avait été traduit aux États-Unis dans beaucoup de journaux, j'avais été assez étonné, parce que c'était un article de 10 pages, de 10 ou 15 pages, mais ce que j'expliquais dans cela, c'est qu'en 2009, lorsqu'il y avait les manifestations, le groupe qui m'avait le plus frappé, c'était Tambou Bokanal. Tambou Bokanal, dans les manifestations de 2009, s'était mis à chanter du Bel Air, etc. Et les gens y allaient, mais massivement, parce qu'ils remontaient une espèce de résistance. Et les gens revenaient derrière ça et tout. Et c'est là qu'il y a eu cette espèce de mouvement qui a pris du poids. Et les soirées Bel Air ont commencé, ça existait déjà, mais on commençait à se multiplier. Et le travail que tu fais est très intéressant sur cette réflexion, parce que c'est une redécouverte de ce qui avait été perdu et qui avait été nié pendant longtemps. Non, moi je veux dire qu'il y a là une distorsion entre ce que pouvaient être des légendes de l'époque d'avant l'esclavage. Alors, il y a une formule qui est employée. Oui et non. Le colonialisme est interdit, c'est vrai, mais nous-mêmes, nous l'avons interdit. Nous-mêmes, nous nous sommes interdits cela pendant un siècle. Et c'est une redécouverte maintenant. C'est comme l'histoire. Bon, moi, je sais pas, moi, je me souviens. Bon, et je vais arrêter parce qu'elle ne me laisse jamais parler. Je ne sais pas, peut-être que c'est inutile ce que je dis. Non. Mais je pense que j'apporte ce que je voulais dire. Mais vraiment, alors, ce que je veux dire, en tous les cas, c'est que cette distance, bon, j'ai oublié. On va pas alors par rapport à la question de la transmission du Bel Air et du problème justement des danses porno entre guillemets, en fait j'imagine que lorsqu'on transmet le Bel Air, on ne transmet pas que des gestes, mais on transmet aussi des valeurs, des principes qui j'imagine permettent à chaque fille, chaque femme de tracer les contours, ses contours propres, les contours propres de sa danse, en fonction de son vécu, en fonction de son rapport à son corps. Et également, ce que je voulais simplement ajouter, c'est que je trouve intéressant qu'il y ait des repères, effectivement, ces valeurs et ces principes qui servent de repères et qui permettent aussi de prendre la mesure
comment est-ce que la société a pu bouger autour et comment est-ce que nous aussi, femmes par exemple, ou les hommes, ont également pu bouger dans leur façon d'être avec eux-mêmes, d'être avec l'autre. Parce que je pense que ces valeurs et ces principes-là que véhicule le ballet par rapport à la danse, ben, la société, dans comment est-ce qu'elle évolue, parfois porte atteinte, j'imagine, à ces valeurs-là. Et donc c'est intéressant de voir parfois l'évolution autour de ces valeurs-là qui peuvent servir de garde-fous, de repères. Si j'ai Oui, c'est-à-dire qu'il y a le camarade là-bas, il y a 3 aussi, il y a avant 3. Il y a avant moi. Après moi, L'intervention de Gilbert m'a donné déjà des réponses à mon questionnement, donc je ne vais pas parler de ça. Mais quand on parle de transmission et du regard, moi je dis que toutes les questions aussi qu'on se pose sur la pornographisation, je ne sais pas, quelque chose, de la danse ou bien le regard, je crois que c'est le regard aussi extérieur des gens. C'est-à-dire quel est le regard que les spectateurs et spectatrices posent sur la danse. Moi, quand je regarde de la danse, je ne suis pas du monde bel, mais quand je regarde de la danse bel comme ça,